Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Zavatche Zdorovié, c'est ainsi que l'on trinque en russe. Et mon invité a souvent levé son verre en compagnie d'espions russes, lesquels croyaient d'ailleurs l'avoir recruté comme source. Romain Mielcarrec, journaliste indépendant, spécialiste des questions militaires, raconte son aventure dans son dernier livre paru chez De Noël, Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes. Bonjour Romain Mielcarrec. Bonjour. Alors, le livre démarre en disant que c'est par hasard que vous rencontrez un espion russe, mais dans ce milieu-là, il n'y a jamais de hasard, on est d'accord. Alors pour moi, c'est un hasard cette rencontre. Effectivement, de leur côté, dans quelle mesure c'était un peu réfléchi, un peu calculé, ça c'est pas évident à évaluer. Ils avaient quand même tendance à l'époque à viser assez large dans les profils qu'ils approchaient. On était quand là ? Alors, cette histoire, elle commence il y a une dizaine d'années. À ce moment-là, moi, je suis un jeune journaliste, un jeune chercheur. J'attaque une thèse sur des sujets liés à la propagande, à la manipulation de l'information. Et c'est à ce moment-là, à la sortie d'une conférence, que le premier Sergueï que je rencontre, le premier officier de la GRU, le renseignement militaire russe, m'aborde. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse chez vous ? Vous l'avez dit, jeune journaliste, quand même spécialisé sur les questions militaires. Moi, je travaille sur tout ce qui est relations internationales, conflits armés. Je fais un peu de terrain, je suis reporter. Qu'est-ce qui l'intéresse chez moi ? Alors, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, celle que je préfère, c'est de dire ils se disent, ce gars-là, il est probablement pertinent en termes de stratégie d'influence. Il a peut-être des réseaux de sources militaires intéressants. Si on trouve le levier pour le manipuler, peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera un profil intéressant. Il y a une deuxième hypothèse, qui évidemment, moi, me plaît moins, mais qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils sont peut-être tout simplement totalement nuls et qui m'approchent par hasard. Alors, qu'est-ce que... ça va par étapes, en fait, hein. Ce premier Sergueï Cholomassov, dont on a les images parce que il s'est fait un peu prendre par les services slovaques, donc on voit qui il est. Ça commence par étapes et ça commence par quoi ? D'abord, on boit des verres. Alors en réalité, ça va assez vite. Ils sont très cash dans leur manière de tenter de recruter des sources, les services de renseignement militaire russes. Effectivement, la première rencontre, c'est voilà, bonjour, moi je suis diplomate, je cherche à rencontrer des gens, à tisser un réseau à Paris, pourquoi pas. Et donc on boit des coups. Alors ils posent beaucoup de questions qui, par rapport à d'autres types de contacts, sont très intrusives. Sur votre vie privée ? Voilà, comment tu gagnes ta vie, combien tu gagnes, est-ce que tu es marié, où est-ce que tu habites, que font tes parents, où vivent tes parents, que faisaient tes grands-parents, où vivent tes grands-parents, etc., etc. Alors, évidemment, des choses où d'habitude, quand je rencontre des militaires ou des diplomates, c'est pas des trucs qui viennent tout de suite dans la discussion. Mais là, effectivement, ils essayent de mettre en place une compréhension de mon environnement et de mes failles potentielles. Et puis, très rapidement, ils vont tester justement les failles possibles en essayant de voir à quoi je peux être sensible. Est-ce que je vais être sensible à des valeurs idéologiques ? Est-ce que je vais être sensible à des propositions d'argent ? Est-ce que je vais être sensible à des propositions de vous entraîner dans des lieux. Exactement. Ouais. Et puis, à la flatterie. Ouais, c'est ce qui marche le mieux pour vous. J'en sais rien. J'ose espérer que j'ai résisté tout du long. En tout cas, c'est le seul levier sur lequel potentiellement, j'imagine que je pourrais être tenté de céder. Ouais. Donc, vous voyez dans des bars, dans des restaurants, tout ça est très arrosé. Tout ça est extrêmement arrosé. Je suis pas sûr de me souvenir de tout, du coup. Et ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que mon expérience personnelle, c'est la première partie de mon enquête. C'est le fil rouge, c'est le point de départ. Mais au-delà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai été voir tout un tas d'autres profils de Français qui ont été eux-mêmes approchés, des profils sensibles, des profils moins sensibles. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette manière de travailler dans des bars avec beaucoup d'alcool, beaucoup de bière, beaucoup de vodka, dans tous les gens avec qui j'ai discuté, je suis le seul à l'avoir eu de manière aussi intensive. Donc ça veut dire que peut-être ils ont identifié que j'étais un guet-luron, que moi ça me plaisait de passer des soirées très longues dans des bars, mais avec d'autres types de profils, ils vont plutôt jouer sur des restaurants de luxe, ils vont plutôt jouer sur des événements informels, ils vont plutôt proposer des cadres plus luxueux, plus classe. Donc ça dépend vraiment du type d'interlocuteur. Et ce que vous dites aussi très bien dans votre livre, c'est que ça dépend aussi de l'origine du service russe. Donc là, c'était les renseignements militaires, mais c'était pas le FSB, c'était pas le SVR, c'était pas une autre noblesse des services de renseignement russes.
C'est ça. Ça, c'est une source au sein de la DGSI, du coup, qui me le Ouais. confirme et qui me l'explique. La manière de travailler des différents services de renseignement russes est très différente. Et par exemple, les gens du FSB ou du SVR auraient tendance à aller moins loin dans la mise en danger de leurs propres agents, parce que beaucoup d'alcool, c'est aussi le risque Ah oui, de commettre d'accord. des erreurs, D'accord. de dire des bêtises, des Ouais. choses comme ça. Et a priori, de ce que me disent les renseignements français, la GRU, le renseignement militaire russe, serait le seul service à travailler comme ça. Sergueï Solomassov, c'est celui qui vous approche la première fois. Il est sympathique, mais en même temps, vous le trouvez un peu raciste sur les bords. Bah, il est comme il est. Donc effectivement, il a parfois des commentaires qui ne correspondent pas forcément à mes valeurs. Euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il est sympathique. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai facilement une forme d'empathie envers mes interlocuteurs. Et il y a des moments où on rigole. Il y a des moments où il témoigne de ses difficultés avec son épouse, de ses enfants qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être à Paris. Au-delà de ça, moi, je suis très tôt dans cette histoire conscient de qui il est et de ce qu'il fait. Donc j'ai du mal à parler de sympathie dans la mesure où c'est quelqu'un qui fait du renseignement et qui est là pour me manipuler. Et donc, il va vous demander un certain nombre de services. Par exemple, d'aller chercher des informations sur Internet qui sont quasiment en libre accès. Par exemple, de l'inscrire sur un site d'information qui est Intelligence Online, réputé en France parce que ça parle des services de renseignement. À chaque fois, vous vous posez la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, ce que je fais? Alors exactement, l'idée c'est que moi je suis journaliste, donc évidemment je peux pas me mettre en violation de la loi, je peux pas contribuer à des opérations d'espionnage de la Russie. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont il procède, c'est-à-dire que dans un premier temps, il demande des services qui ont l'air anodins. Est-ce que tu peux me commander un livre? Alors le livre, il est facile d'accès. En gros, ça consiste à lui avancer 30 ou 40 euros pour obtenir ça. La manière dont il justifie est assez étonnante. Mais du coup, je le fais. À partir du moment où lui il se rend compte que j'ai accepté ce premier service, il part du principe qu'un second service, plus engageant, plus difficile à accepter, peut-être qu'il pourrait passer. Et puis ainsi de suite, d'étape en étape. Alors évidemment, moi, comme je suis conscient du processus, ça va pas bien loin, mais des gens plus fragiles pourraient tomber dans ce type de piège en se disant bah, c'est vrai que j'ai accepté de le dépanner une fois par sympathie pour lui rendre service. Bon, bah, la deuxième fois, la troisième fois, c'est ni plus ni moins que le principe du pied dans la porte que pratique un commercial. Bon, bah, les renseignements ont aussi recours à ce type de Il manipulation. vous propose de l'argent? Alors, il me propose de l'argent pas directement, c'est-à-dire qu'il ne me dit pas est-ce que tu veux de l'argent. Il teste pour voir comment je réagis en mettant un peu de liquide sur la table. Des petites sommes, 200-300 euros, le cadeau pour un anniversaire, pour Noël. Alors moi, à chaque fois, je rebondis en disant, bah attends, on va plutôt l'utiliser pour payer la note du restaurant, parce qu'évidemment, moi, je ne peux pas accepter. Je lui dis que je ne peux pas accepter, qu'en France, ça ne se fait pas, ce genre de choses. Il va tester d'une autre manière de me dire, est-ce que ça t'intéresse qu'on te propose une note pour l'ambassadeur ou de participer à une conférence? Donc il essaye de voir si justement, j'ai besoin d'argent, et deux, je cherche à obtenir de l'argent. Et alors, donc, vous êtes approché par le contre-espionnage français, la DGSI, qui sait parfaitement que Sergueï Solomossov vous approche. Et là aussi, vous acceptez de collaborer ou de travailler avec la DGSI? Alors de collaborer, non, clairement pas. Moi, je ne collabore ni avec les Russes, ni avec les Français. Et je laisse aucun doute là-dessus. On est clair dès le départ, je suis journaliste et je fais un travail de journaliste. Ce que j'accepte, c'est de les rencontrer régulièrement pour leur dire ce que je pourrais dire dans un article, ce que je pourrais écrire sur ce type d'échange, sur les sujets qui l'intéressent. Eux vont essayer de se servir évidemment de moi comme source, de la même manière que les Russes, en essayant par exemple d'avoir des informations plus intimes sur Sergueï Solomassov, sur quelle est l'ambiance au sein de son bureau, de son service à l'ambassade. Le type de questions où moi je leur dis, mais en fait ça, moi c'est des questions que je ne me pose pas en tant que journaliste. L'ambiance dans son bureau, ça m'est égal. Donc je refuse de poser ce genre de questions, évidemment. Je refuse de leur répondre là-dessus. Et effectivement, eux essayent de tirer un peu le fil de mon côté. Moi j'essaye d'utiliser ces rencontres pour mieux comprendre comment eux ils travaillent, quelles sont leurs difficultés, quel est le fonctionnement de leur service. Qu'est-ce qu'ils savent des Russes, qu'est-ce qu'ils observent. Et pendant une dizaine d'années, les uns et les autres, comme ça, effectivement, on essaye un petit peu, subtilement, plus ou moins, d'obtenir le maximum d'informations sur le camp d'en face. Donc je l'ai dit, il a été repéré par les services slovaques parce qu'il a quitté la France, Sergueï Solomassov. Il a été repéré par les services slovaques en train d'essayer de corrompre une source pour avoir des informations. Et donc les services slovaques ont filmé cette séquence.
Aujourd'hui, après ces 10 années, votre opinion, c'est quoi? C'est qu'il n'était pas très bon comme agent recruteur? Moi, je ne saurais pas trancher, puis c'est pas mon boulot de trancher. Ce que j'observe, c'est que on a souvent ce réflexe quand on découvre un certain nombre d'officiers de renseignement russes, que c'est assez maladroit leur manière de fonctionner. Dans les faits, Sergueï Solomassov et ses collègues ont réussi à approcher des responsables politiques, ont réussi à approcher des gens qui travaillent dans l'industrie, des gens qui travaillent dans des ministères, parfois à très haut niveau, ont réussi à approcher, c'est ça qui est intéressant, c'est la diversité de leurs cibles, de simples Français, notamment à travers des associations mémorielles. Et donc comme ça, ils approchent des gens, ils les étudient, ils les comprennent, etc. Et donc régulièrement, comme ils ont un gros sentiment d'impunité, ils se font attraper en flagrant délit. Est-ce que c'est une preuve d'incompétence? J'en suis pas certain, parce que derrière, le reste de leurs agences, qui sont d'énormes institutions, fait le boulot. Merci beaucoup, Romain Mielcarrec, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.